fait référence aussi à notre dernière journée d'animation, enfin d'atelier sur les tiers-lieux, parce qu'il y a peut-être une histoire de tiers-lieux santé, vous nous en parlerez, qui permet d'illustrer ça. On vous laisse la parole, donc c'est à plusieurs voix. Oui, exactement. Merci beaucoup. On tenait à commencer par des remerciements également. Remercier l'université, la chaire et également Corinne pour nous avoir invités à intervenir lors de cette journée d'études. Voilà, on est vraiment ravis. Et effectivement, on intervient à 4 voix, donc avec 2 autres personnes que vous voyez ici à l'écran. Donc à gauche de l'écran, Aubry Françon, qui est chef de projet filière santé à la direction entrepreneuriat et innovation de Saint-Étienne Métropole. Et à droite de l'écran, Stéphane Bienvenu, qui est directeur du service politique de la ville et service santé de la ville de Givors, avec qui nous collaborons justement sur ces questions de tiers-lieu santé et d'innovation en santé. Mais tout d'abord, voilà, on aurait voulu vous présenter brièvement la genèse de l'association Danaeker. Nous, on travaille principalement sur les mutations de la relation humaine dans la santé. Donc la relation soignant-patient-aidant, soignant-soignant, soignant-direction, et qu'est-ce qui se passe quand elle s'humanise ou se déshumanise? Quels sont les impacts sur les professionnels de santé? Perte du sens du métier, dépression, suicide, reconversion professionnelle, arrêt maladie. Qu'est-ce qui se passe pour les patients? Acceptabilité du traitement, petit sujet d'actualité. Orientation vers des médecines très alternatives, sujet d'actualité aussi. Reconsultation, reimagerie, reanalyse. Et d'une manière générale, plus la consultation est courte, plus la prescription est longue. Et tout ça a du coup des impacts dans le champ de la santé publique et l'économie de la santé. Alors pour ce faire, on a mené une série d'investigations dans une douzaine de pays. On est resté 3 mois par pays à la rencontre des différents acteurs. Donc les acteurs de la formation, doyens, profs, étudiants, les acteurs de l'organisation, ministère, syndicat, ordre des médecins, directeurs de service et chefs de service, et ceux qui pratiquent, médecins, infirmiers, sages-femmes, public, privé, ville, campagne. De là, on a pu réunir des actions intéressantes à dupliquer, des choses aussi à ne surtout pas faire, ce qui peut être tout aussi intéressant d'ailleurs. Et on s'est installé du coup sur Saint-Étienne en 2018, où on mène du coup différentes actions. La première qui a permis d'amorcer la dynamique du tiers-lieu est sur la thématique des aidants. Donc on a ouvert, après 3 ans de travail de concertation avec l'ensemble des acteurs associatifs, universitaires, institutionnels, porteurs de projets et bénéficiaires, on a travaillé à co-construire la filière des aidants de la Loire. Donc aidants et proches aidants, c'est des aidants non professionnels, généralement les membres de la famille qui aident un proche pour des raisons de santé. Et ce travail du coup de concertation en réunissant l'ensemble des acteurs nous a permis d'entrevoir le potentiel d'autres collaborations en ayant du coup tous ces acteurs déjà mobilisés autour de la table. On développe aussi du coup le réseau Loire des jardins de santé. Donc, on structure la filière des jardins de santé. Les jardins de santé, c'est des jardins qui sont dans les établissements de santé. Il y en a en psy, au CHU, en pédopsychiatrie, en addicto, en EHPAD, en solutions de répit sur le département de la Loire. Et du coup, on amène des ressources matérielles. On a créé une pépinière et immatérielle avec un DU à la fac de médecine et différentes autres actions au niveau des parcours notamment, parce qu'en fin de compte, on réunit pas mal de filières autour de la table pour parler jardin, et très rapidement, on parle d'autre chose. Et du coup, ces différents travaux de construction de filières nous ont permis d'entrevoir l'intérêt d'avoir un lieu neutre, identifié, identifiable, pour pouvoir se réunir et échanger ensemble sur le sujet. Et du coup, de ces premières filières sur lesquelles on a travaillé, on a identifié d'autres axes d'action, donc la filière de l'aidance, la filière de la pérédance. On a eu une petite approche sur la démocratie sanitaire tout à l'heure. Donc la pérédance, c'est des personnes concernées par une pathologie qui sont formées et sont embauchées par les services de santé pour accompagner les professionnels de santé à entrer en lien avec la patientèle. Et là, c'est sur la question de la pérédance en psychiatrie. On travaille sur les solutions de répit à l'échelle du département de la Loire aussi. Et on accompagne d'autres projets et porteurs de projets qui nécessitent de réunir le monde associatif, institutionnel, universitaire, des porteurs de projets et des usagers autour de la table. Donc, on va pouvoir du coup donner la parole à Aubry, donc sur la question du premier tiers-lieu qui est en cours d'ouverture à Saint-Étienne, le Danaeker Lab. Et par la suite, on donnera la parole du coup à Stéphane Bienvenu pour le futur tiers-lieu santé à Givors, qui sont en fin de compte 2 modèles de tiers-lieu relativement différents et qui pourront s'inspirer mutuellement.
Bonjour, vous m'entendez? Bonjour à toutes et tous, ravi d'être avec vous en ce début d'après-midi. Alors, c'est vrai que la question du tiers-lieu en général et santé en particulier à Saint-Étienne, elle est indissociable de la notion et de la dynamique autour du design, hein, qu'on va trouver sur notre territoire, alors qui est une dynamique qui est assez ancienne, hein, qui remonte au 19e siècle. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais autour de la rubannerie et des métiers des armes avec les décorations sur les fusils. Et plus récemment, c'est la distinction que la ville a obtenue en étant reconnue comme ville créative design UNESCO. Et également en organisant la première Biennale internationale du design en 1998. Et j'en profite pour vous faire un petit coup de publicité puisque la Biennale 2022 a démarré il y a quelques jours maintenant et on sera ravis de vous accueillir à Saint-Étienne. Alors, la question du design à Saint-Étienne, en tout cas, elle n'est pas, comment dire, elle se cantonne pas à l'esthétique, comme parfois on a souvent tendance à le croire, hein. On va dire que la partie esthétique, c'est plutôt la face visible de l'iceberg, mais c'est plutôt la notion d'approche par les usages, de prise en compte de l'usager, de co-idéation, pardon, de co-conception, qui est vraiment au centre de cette notion-là. Et de toute l'approche qui est développée à destination du grand public, des entreprises, des institutions à Saint-Étienne. Et donc le premier tiers-lieu stéphanois, alors qui n'est pas un tiers-lieu spécifiquement dédié à la santé, il a été développé au début des années 2010. Il s'appelle le Mixeur et il se trouve au sein d'un quartier, le quartier Manufacture, qui est un quartier un peu particulier, quartier emblématique, quartier totem de Saint-Étienne, autour du design. On va y trouver la Cité du Design, on y trouve une école d'ingénieurs, l'école supérieure d'art et design de Saint-Étienne, mais également des laboratoires de recherche, des entreprises, des startups dans des domaines très technologiques et dans des domaines aussi très créatifs, et également des équipements culturels, un centre d'art dramatique national, la Comédie de Saint-Étienne, une salle des musiques actuelles, une crèche, une école, et comme on est en plein centre de la ville, eh bien, on va trouver des habitants, des vrais habitants, avec lesquels on va pouvoir travailler, expérimenter des choses. Donc ça, c'est véritablement le lancement, on va dire, sur Saint-Étienne Métropole de la réflexion autour de tiers-lieux. Et puis, plus récemment, donc avec le projet de Danaker, on est arrivé sur cette notion de tiers-lieu de santé, alors qui, évidemment, et vous vous en doutez, a été accéléré par la pandémie, hein, avec une prise de conscience forte que il y avait un petit problème dans notre pays sur les questions d'accès aux soins, sur les questions de connaissances, de littératie en santé, et que du coup, il y avait sûrement nécessité de développer de nouveaux concepts. Et donc, la question de tiers-lieu santé, elle s'impose, elle s'est un peu imposée, avec aussi comme corollaire la réflexion autour du croisement entre les sciences humaines et sociales et la santé, et avec sur Saint-Étienne une vraie tradition autour de la prévention. Donc ça, c'est issu finalement du passé industriel de Saint-Étienne, en particulier d'exploitation du charbon, de la houille, et avec la nécessité d'un suivi médical des mineurs. Là, on parle beaucoup de la silicose, mais il y avait évidemment d'autres maladies et d'autres pathologies qui étaient développées dans ce domaine-là et qui, du coup, a fait foisonner un certain nombre d'initiatives autour de la prévention, des créations d'entreprises, pour certaines qui existent encore aujourd'hui, par exemple autour de l'aérosol thérapie. Et du coup, le projet Danaker Lab est tombé à point nommé, avec donc Julia et André qui sont venus nous voir avec ce beau projet et qui venaient quelque part en convergence avec les réflexions qui pouvaient y avoir au sein de la métropole, et notamment sur ce croisement sciences humaines et sociales et santé et prévention qui est très prégnant sur notre territoire. Autre chose que je souhaitais partager avec vous, c'est une réflexion qu'on mène également sur on va dire, le croisement entre la notion de tiers-lieu et la notion de living lab. Alors les deux concepts sont un peu différents. Le Living Lab, c'est un espace d'expérimentation, c'est aussi un temps d'expérimentation pour aller tester un produit, un service, une organisation, un concept auprès du public. Mais on voit bien que le tiers-lieu, finalement, ça peut être justement le lieu tout à fait propice à développer ce type d'expérimentation.
qui est en ligne directe avec l'approche par les usages et donc le design. Et de fait, on a sur le territoire stéphanois un certain nombre de living labs en santé qui sont extrêmement différents, avec des approches complémentaires. On en a un sur la notion de bien vieillir, qui est porté par la Gérontopole Auvergne-Rhône-Alpes. On en a un qui est porté par l'école des mines de Saint-Étienne, qui s'appelle le MedTech Lab et qui est commun avec Aesio Santé. On en a un qui est porté par l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, qui s'appelle IG Lab et qui porte plutôt sur la prévention des cancers. Et nous en avons d'autres. Voilà, je vais pas vous faire la liste exhaustive. Simplement, voilà, pour vous dire que finalement, le tiers-lieu, il vient se placer à la convergence, un peu comme un hub de différentes dynamiques qu'on va trouver sur notre territoire, autour du design, autour de la prévention, autour du croisement entre les sciences humaines, sociales et la santé. Et peut-être en transition avec l'intervention de Stéphane sur ce beau projet à Givors, vous dire que finalement le tiers-lieu santé peut aussi être un espace propice à la prévention. Et on a eu l'occasion d'en discuter en préparation à cette intervention, parce que finalement on va retrouver des publics très divers, on va pouvoir toucher des gens qui ont un niveau de littératie en santé qui est parfois peu élevé et sur lesquels on va pouvoir faire des actions ciblées de manière intelligente et non plus sur de la prévention de masse qui parfois se dilue un peu et a une efficacité somme toute assez limitée, en tout cas si on en croit les spécialistes. Voilà, j'espère que j'ai pas usé trop de temps, que j'ai pas trop dépassé. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et on sera ravis de vous accueillir à Saint-Étienne pendant la biennale qui dure jusqu'à début juillet. Donc vous avez le temps de prendre vos billets et vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Une solution, justement, un lieu de croisement, un lieu de friction créative, d'échange possible. Stéphane ? Ouais. Bon, ça marche. Alors, bonjour à tous. Donc là, il y a une double frustration. La première, c'est de ne pas être physiquement parmi vous, parce que la Corse est un si beau pays. Et la deuxième, c'est que je n'ai absolument rien écouté de ce qui s'est dit avant. Alors, les copains Aubry et Dana Eker, on a pu échanger, mais je suis désolé, je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Donc, 1000 excuses pour sans doute faire des répétitions. Donc, je m'appelle Stéphane, bienvenue. Je suis responsable du service santé à la ville de Givors. La ville de Givors, c'est une ville de 20 000 habitants qui se situe au sud de la métropole de Lyon et qui a l'inconvénient et l'avantage, l'inconvénient d'être une polarité, un carrefour entre Saint-Étienne, Lyon et Grenoble et Vienne, et puis souffre d'une crise industrielle qui a durant une vingtaine d'années, appauvri et fragilisé une large partie de la population. Et l'une des conséquences de cette situation-là fait que, en termes sanitaires, même si nous avons la chance encore, et je l'espère pour longtemps, d'avoir un hôpital sur notre secteur, on souffre tant d'une population dont l'Observatoire régional de santé a démontré de nombreuses fragilités sanitaires, et on souffre aussi d'un désert médical, c'est comme ça qu'on est classé par l'Agence régionale de santé, qui fait que nous manquons tant de médecins généralistes et libéraux, tant dans l'accompagnement que dans le soin. Ça a été un constat qui a été porté il y a 5-6 ans, et j'ai coordonné le contrat local de santé qui a permis de repositionner une politique publique de santé sur Givors et la métropole de Lyon. Et sur Givors, 2 thématiques majeures, enfin il y en avait 4, mais 2 qui nous concernent aujourd'hui, sur lesquelles nous devions appuyer nos politiques publiques. La première, c'est le recours aux soins, a donc la capacité à avoir plus de médecins spécialistes et généralistes. Et l'autre, c'est l'accès aux droits de santé, en termes de droits de santé et aussi en termes de promotion de la santé, deux écueils majeurs pour des
des publics en grande fragilité. Le constat qui était porté, c'est de dire si on reste dans la situation actuelle, on aura beaucoup de difficultés à faire venir d'autres médecins et d'autres soignants sur notre territoire. Donc, il fallait porter un projet novateur, tant pour répondre aux besoins de la population et les objectifs du contrat local de santé, que pour redonner une attractivité au territoire de Givors. C'était quand même un enjeu majeur. Il faut que Givors redevienne attractif pour pouvoir attirer des professionnels de santé et de soins. Et donc a été acté avec une nouvelle équipe municipale le fait de créer ce pôle de santé avec le triple objectif de ramener des médecins à travers la maison de santé pluriprofessionnelle, de travailler à la promotion et à la sensibilisation de la santé avec la création d'un tiers-lieu de santé. Alors, je pense que Danaïker en a peut-être déjà parlé. Et puis, le troisième point, c'est d'y adjoindre des services publics qui permettent de répondre à des soucis et des problématiques comme la santé mentale ou d'autres activités paramédicales. C'est pour ça que dans ce pôle médical sera adjointe à la maison de santé pluriprofessionnelle, par exemple, un laboratoire d'analyse médicale, un cabinet d'infirmière. Et aussi, de l'autre côté, on aura un point d'accueil écoute jeunes qui va être créé pour se rapprocher des publics et particulièrement des jeunes. Et puis, j'ai eu une discussion hier avec la directrice de Saint-Jean-de-Dieu, qui est la psychiatrie sur la métropole de Lyon, qui serait très intéressée à créer un centre de soins ambulatoires dans ce pôle de santé. Ce qui fait que là, on a cet objectif vraiment de redonner de l'attractivité et de surtout mélanger, de créer, on va dire, une dynamique collective avec l'ensemble des partenaires du territoire. Et mon boulot à moi, je ne suis pas médecin ni soignant. Mon boulot, c'est justement de faire prendre cette mayonnaise, tant au niveau des usagers qu'au niveau des spécialistes et qu'au niveau des partenaires du territoire. L'idée de ce lieu, c'est qu'un usager, quel qu'il soit, pousse la porte tant pour aller voir un médecin que pour participer à des actions de sensibilisation, que pour rencontrer un professionnel qui pourrait l'accompagner dans ses problématiques quotidiennes de santé. Donc, c'est cette dynamique-là. On est en cœur d'un quartier prioritaire. On est très proche du centre-ville. Et la qualité architecturale du projet de pôle de santé et l'objectif de mélanger des pratiques professionnelles et de mélanger des compétences professionnelles différentes, on fait un pari, on est convaincu que ça peut marcher. Et on a, sur le tiers-lieu de santé, alors on pourra en reparler après, je ne sais pas si Danaïker en a parlé, donc je ne vais pas être redondant, mais sur le tiers-lieu de santé qui, on l'espère, sera porté par Danaïker, puisqu'il faut vraiment une compétence pour créer, pour animer au quotidien ce lieu de promotion de la santé, de connexion avec les professionnels. Je ne sais pas, donc je ne vais pas répéter ce qu'a dit ou pas dit Danaïker, mais je serai à votre disposition s'il faut parler plus précisément du tiers-lieu. Mais on veut vraiment que ça soit un lieu convivial, tant pour les usagers que pour les partenaires que pour les professionnels, où on arrivera à se faire et rencontrer les publics et démocratiser un peu la santé pour tous les habitants de notre territoire. Vous avez 6 minutes, il en reste exactement 5 secondes, donc je pense à peu près avoir tenu les temps et je suis à votre disposition si vous souhaitez plus de renseignements. Je vous remercie. Danaïker ? Par contre, je ne peux toujours pas vous écouter s'il y a des questions, par contre. Hein. Je suis confus. On t'appelle au téléphone, comme ça tu pourras nous entendre à travers le téléphone. On va le faire à l'ancienne, comme ça. Oui. Question des tiers-lieux, on a peu de temps pour vous présenter l'ensemble de la démarche. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un lieu neutre qui permet de réunir les usagers de la santé, l'ensemble des associations de manière transpathologique, le monde universitaire, le monde institutionnel et les porteurs de projets santé. C'est-à-dire que les usagers de la santé qui viennent du coup travailler sur une question avec l'ensemble des acteurs, ce n'est pas un lieu médicalisé. Pour les professionnels de santé, c'est facile de venir parce qu'on n'est pas au sein d'une association sur une pathologie. Et pour les institutions, c'est assez simple de pouvoir rencontrer une vingtaine d'associations assez régulièrement pour co-construire le territoire et des filières de santé sur le territoire. C'est un lieu neutre qui est animé du coup par un acteur neutre, autrement dit Danaïker. On n'est pas une association spécialisée autour d'une pathologie qui prendrait le pas sur les autres associations. Donc on limite la concurrence et on est là pour remplacer aucun acteur, mais plutôt faire un maillage d'acteurs sur le territoire, identifier collectivement les trous dans la raquette et venir les combler
collectivement. Merci. Merci pour cette présentation. On peut vous applaudir. Bravo. Et il faut dire que ça vient particulièrement compléter ce qu'on avait pu dire autour des tiers-lieux et des innovations. Est-ce que je vous propose de peut-être passer à la séquence suivante. On rentrera sur un temps d'échange peut-être un peu plus global. Ensuite, à moins que vous ayez une question, une précision à demander à Danaïker, à l'équipe de Danaïker. Je pense que c'était assez clair. Très bien. Merci. De toute façon, on continuera les échanges. On va vraiment avoir un après-midi dynamique sur les échanges. Je vous propose qu'on passe à la séquence suivante. C'est autour de présentation et autour de témoignages également d'innovation. Et pour gagner du temps et privilégier les échanges, je propose que tout le monde vienne peut-être autour de la table. Donc, pour des présentations télémédecine et santé, mais également les membres de la table ronde sur les innovations dans les organisations. Voilà, si vous pouvez venir. Donc, c'est Fabien Fanti qui doit être quelque part. On a également Astrid et Jérémy autour de la Palmola. On a Antoine Faure aussi, à qui je vais proposer de nous rejoindre. Voilà. Clarisse Gou également. Et Xavier Pierre. Voilà, très bien. Comme ça, on va, parce que j'aime bien, moi, ces frictions d'acteurs. On a bien compris, c'était pas prévu comme ça initialement, mais je pense que c'est intéressant d'avoir tous ces acteurs autour de la table, tous ces porteurs d'innovation divers et variés. On a également en ligne, on a également, oui, des personnes en ligne que je présenterai après. Merci. C'est bon? Ouais, allez-y si vous voulez rester aussi, si l'un d'entre vous peut rester au bout de voilà, pour pouvoir répondre éventuellement à quelques questions. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour ce petit changement, je ne sais pas si Fabien, où est-ce que il est en visio? Voilà. Fabien, est-ce que tu peux nous entendre? Très bien. Donc, Fabien, tu es directeur responsable technique de Glasspop. Donc, on va parler de télémédecine, on va parler de numérique, de digital, qui n'est pas sans poser un certain nombre de questions, qui est souvent vu comme une solution peut-être un peu miracle. J'aimerais bien qu'on puisse évidemment lancer ce débat autour de télémédecine et santé. Fabien, le temps que Ludo mette tout ça en place, tu as l'occasion donc de t'exprimer. On est prêt, c'est bon, c'est parti. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Glasspop. Est-ce que vous pouvez me faire un signe? Est-ce qu'on m'entend? Oui, ok. Bon, alors bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Donc très vite, je me présente. Alors je m'appelle Fabien. Je suis donc directeur technique chez Glasspop. Glasspop qui est une jeune start-up qui a été créée maintenant il y a un peu plus de 3 ans par deux ophtalmologistes, les docteurs Florent et Mathieu Constantine. Et à Glasspop, nous proposons de développer un système de réfraction automatisée. Donc, est-ce que je peux partager mon écran? Alors. Voilà. Donc, à Glasspop, on fait un système de réfraction automatisé. Donc, ce qui m'amène à la question du
pourquoi on a développé cette solution. Eh bien, le désir des docteurs Constantine a été d'apporter un élément de réponse à la problématique de l'accès aux soins, plus particulièrement en ophtalmologie, qui est leur spécialité, et pour répondre, si vous voulez, au problème du délai d'obtention de rendez-vous d'une consultation, qui est dû, vous n'êtes pas sans savoir que la spécialité souffre d'un cruel manque de praticiens et les délais d'obtention de rendez-vous s'en voient rallongés. Donc il faut savoir qu'on est à peu près à 2 mois en moyenne d'attente, ça dépend, ça peut vite doubler voire tripler selon où on est sur le territoire. Et du coup, partant de ce constat, il a fallu déterminer sur quel point agir pendant une journée de consultation pour réduire ces délais. Et le doigt a été vite mis sur les consultations lunettes, qui est sans doute l'un des motifs les plus représentés pendant une journée de consultation en ophtalmologie. Et du coup, ce qui m'amène à comment, la question comment on a travaillé sur la consultation lunette, qui est donc représentée par l'examen de réfraction subjective, c'était en apportant de l'innovation technologique. Et ça s'est caractérisé par la création d'un algorithme qui rend un patient capable de mener son examen de réfraction en totale autonomie. Donc, premier point, ça a été l'automatisation. Donc, cette automatisation a pour premier effet d'optimiser le flux patient au sein du cabinet. C'est-à-dire que dans une ligne de consultation classique où tous les motifs de consultation sont représentés, eh bien, on vient extraire les patients qui sont là pour des lunettes, qui sont là pour un renouvellement lunettes ou une première paire de lunettes, et on vient les réinjecter dans une seconde ligne de consultation nouvellement créée par Glasspop, automatisée et plus rapide. Donc ça induit une augmentation de la capacité d'accueil du cabinet. D'une part, parce que des créneaux de consultation se sont libérés dans la ligne, on va dire, traditionnelle, où on est venu extraire ces patients. Et sur cette nouvelle ligne créée de consultation, comme elle est plus fluide, on peut y rajouter des créneaux de consultation. Donc, pour arriver à ce résultat-là, on a fait face à quelques obstacles. Je vais en détailler 2 ici. Le premier, ça a été répondre à un défi technique qui est double. Le premier, ça a été de partir d'une feuille blanche, parce qu'une solution similaire n'existe pas. On est les seuls à développer une réfraction automatisée, c'est-à-dire où il n'y a pas d'assistance d'un personnel soignant avec le patient. Et le second, ça a été, après la R&D, on va dire, ça a été de comment on s'intègre dans la vie réelle. Dans les cabinets d'ophtalmologie, comment on s'intègre à l'environnement matériel et à l'environnement logiciel. Quand je dis environnement logiciel, c'est les logiciels de gestion patient, qui sont différents, il y en a plusieurs, et il a fallu s'adapter à chacun d'entre eux. Et pour le matériel, parce que on développe une solution logicielle, et on se plug sur le matériel déjà existant dans les cabinets. Donc, on s'est rapproché d'un grand fabricant de matériel ophtalmologique, très connu des ophtalmos et très apprécié. Et ce qu'il a fallu faire avec eux, ça a été déjà, premièrement, de les convaincre du saut technologique qui était nécessaire de faire, ce qu'on a réussi, ce qu'on a fait. Et ils sont maintenant partenaires avec nous, donc on est complètement compatible avec leur environnement, et il faut savoir qu'aujourd'hui, ce n'est même pas un frein au déploiement, parce que beaucoup de cabinets sont équipés de ce fabricant-là. Nidec, pour pas le citer. Et second défi, qui je pense était le plus dur, le plus grand, c'était le défi culturel. C'était d'arriver dans les cabinets, de proposer cette solution, mais qui bouleverse un petit peu les standards, les manières de faire, les habitudes, les organisations de cabinets.
Donc ça, c'est un travail qui nous a pris énormément de temps, de discussion, d'échange avec les professionnels de santé. Ce défi, on est en train de le passer. On est en train de le réussir parce qu'on commence à avoir des utilisateurs, des ophtalmologistes qui utilisent notre solution tous les jours. Et je dis qu'on est en passe de réussir ce défi. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce qui m'amène à mon dernier point, les facteurs de succès. Je pense qu'on peut en détailler, en définir 3. Le premier, c'est la précision des mesures au sortir de cet examen de réfraction. Depuis 3 ans maintenant, notre algorithme a été soumis à des dizaines de milliers de cas différents. Et on arrive aujourd'hui à un degré de précision qui rivalise avec les réfractions humaines. Au seul détail près, pour nuancer un petit peu mon propos, c'est que d'un prescripteur à l'autre, il va y avoir des avis divergents sur la précision, parce que chaque prescripteur, évidemment, a ses habitudes de prescription en fonction du profil patient qu'il a en face. Ça ne veut pas dire par là que le patient a 2 paires de lunettes différentes, mais c'est totalement transparent pour le patient, mais chaque prescripteur a ses habitudes. Et ce qui m'amène à mon second point, second facteur de succès, c'est l'adaptabilité de l'algorithme, de notre solution, qui justement peut prendre en compte les remarques des professionnels, et on peut très rapidement l'ajuster et pour le faire coller au maximum à l'habitude de prescription du cabinet. Et enfin, je terminerai là-dessus, la rapidité du test. Aujourd'hui, on est à entre 5 à 8 minutes de test sur la tranche d'âge des actifs, on va dire de 20 à 60, 65 ans. Le test dure 5 à 8 minutes. Au-delà de ça, le patient peut aller voir, peut rester en salle d'attente et sera pris en charge par l'ophtalmo qui reverra tous les résultats et prescrira ou pas au besoin. Donc voilà ce que nous faisons chez Glaspop. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Fabien pour cette présentation. Il y aura sans doute des questions qu'on prendra après. On va passer donc à la prochaine intervention. Toujours autour de télémédecine et santé. Ici, on a Meriem Hatim qui doit être en ligne et qui nous entend. Je vois qu'elle nous fait signe et qu'elle nous entend. Donc, qui est doctorante, qui fait partie de la chaire Santé et Territoire, et qui travaille sur un projet qui s'appelle Cardiovergne. Meriem, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, est-ce que j'ai réussi à partager mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Je vous entends pas. Aïe. Ouais, moi je vous entends pas, mais bon, je vais quand même faire ma présentation, et puis s'il y a des questions après, on essaiera de trouver un système pour que je puisse les avoir. Alors oui, merci pour cette petite présentation. Alors effectivement, je suis doctorante à la chaire Santé et Territoire, et ma thèse en fait porte sur les formes organisationnelles qui sont construites autour d'un dispositif de télémédecine, et plus particulièrement la télésurveillance médicale dont je vais vous parler aujourd'hui, et vous expliquer, enfin ou essayer du moins de voir dans quelle mesure justement cette pratique et la télésurveillance médicale permet de contribuer à résoudre ces problématiques d'accès aux soins dont il est question aujourd'hui. Donc avant de vous présenter le service Cardiovergne, en fait, qui est le cas que j'étudie dans le cadre de ma thèse et de son fonctionnement, j'aimerais tout d'abord commencer par poser un cadre en fait avec quelques éléments contextuels concernant la télémédecine. Alors comme on a tous entendu parler de la télémédecine pendant la crise sanitaire, qui a en fait joué comme un accélérateur de cette pratique, elle constituait déjà une solution donc à la fois organisationnelle et technologique qui permet de relever les nombreux défis que connaît le système de santé français, notamment en fait le défi épidémiologique avec le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques, le défi démographique avec notamment les fameux déserts médicaux, et aussi des défis économiques, parce qu'on parle aussi beaucoup de contraintes budgétaires liées aux dépenses en santé publique. Donc la télémédecine, en fait,
contribuer également à établir un nouveau modèle de coordination entre les différents professionnels de santé, mais aussi entre la ville, l'hôpital, entre les établissements de santé, les lieux de vie. Parce que comme on le sait, en fait, il y a le système de santé français, il est historiquement marqué par une profonde rigidité en fait, d'organisation, avec tous les cloisonnements entre la ville, l'hôpital, entre le secteur sanitaire, le secteur médico-social, entre le public, le privé. Et donc, il manque des structures de coordination qui vont permettre d'assurer le bon suivi des patients au niveau de différents territoires. Alors, un autre élément, en fait, qui est important de savoir, parce que quand on parle de télémédecine, en fait, on pense systématiquement à la téléconsultation, mais en fait, il existe 5 actes de télémédecine qui sont définis par la loi, et donc qui sont la téléexpertise, la téléconsultation, le télésuivi, la télésurveillance médicale et la régulation médicale, quand on appelle le 15. Et donc, la téléconsultation et la téléexpertise sont les 2 actes de télémédecine qui sont aujourd'hui dans le droit commun, c'est-à-dire qui sont remboursés par l'assurance maladie, alors que la télésurveillance médicale ne l'est pas encore. Pourquoi? Parce que justement, en fait, d'une manière générale, l'environnement dans lequel évoluent ces services de télémédecine se développe dans un contexte, on va dire, multi-acteurs, en fait, parce qu'on a de nombreuses parties prenantes qui sont impliquées. Donc, on a d'un côté les pouvoirs publics, on a les industriels, des établissements de santé, les utilisateurs, dans le cas de la télémédecine, donc c'est les professionnels de santé et les patients ou leurs aidants. On a des financeurs, notamment l'assurance maladie, le tiers technologique, parce qu'il s'agit comme je disais tout à l'heure, d'une solution technologique également. Et donc, ces acteurs, ils appartiennent à différentes catégories et donc forcément vont avoir des différentes logiques d'intérêt et différentes attentes à satisfaire. Et c'est d'autant plus le cas de la télésurveillance médicale. Je vous disais qu'elle n'était pas encore entrée dans le droit commun. Et justement, en fait, malgré toutes les promesses qu'elle peut apporter, je vous ai mis quelques bénéfices en fait que peut apporter cette solution que la télésurveillance médicale, notamment la détection de façon anticipée des compensations, des situations à risque, la prise en charge des patients plus rapidement et si possible en ambulatoire. Mais malgré en fait toutes ces promesses-là, les pouvoirs publics en fait ont jugé son entrée dans le droit commun comme prématurée. Pourquoi? Parce que cette pratique nécessite en fait le déploiement plutôt de la télésurveillance est beaucoup plus complexe que les autres pratiques et donc nécessite le développement en fait de coopération entre les différents acteurs impliqués. Donc ce qui constitue d'ailleurs un enjeu majeur pour le développement de cette pratique. Alors il faut savoir qu'il y a de nombreuses initiatives, de nombreux dispositifs qui ont vu le jour, mais malheureusement de nombreux dispositifs ont rapidement disparu en raison justement de cette complexité organisationnelle en fait autour de ces dispositifs. Et je vais vous parler aujourd'hui en fait de Cardiovern, qui est donc un réseau de télésurveillance et de coordination de l'insuffisance cardiaque. Alors, qui a été mis en place ici en Auvergne, parce que bon, je ne l'ai pas précisé, mais je suis à l'université Clermont-Auvergne, et donc c'est un dispositif qui a été mis en place au niveau de notre région. Donc, il faut savoir que l'insuffisance cardiaque, donc sur laquelle porte ce dispositif de coordination d'insuffisance cardiaque, constitue la première cause d'hospitalisation pour les personnes de plus de 60 ans. Et donc, elle présente un pronostic en fait qui est très défavorable. Et donc, ayant conscience en fait de cet enjeu en fait qui est majeur, il y a le directeur de l'ARS Auvergne, bon, c'était avant la fusion, et le porteur en fait de ce projet qui est le professeur Cassagne, qui a créé donc ce dispositif qui s'appelle Cardiovern et qui s'est fixé comme enjeu majeur l'amélioration du pronostic des insuffisants cardiaques tout en les gardant en fait hors de l'hôpital. Donc ce dispositif a bien évidemment de nombreux bénéfices, que ce soit pour les professionnels de santé, pour les malades, mais aussi pour le système de santé d'une manière générale, puisqu'il permet in fine en fait d'améliorer la qualité de vie des patients et puis aussi de réduire en fait les dépenses. Et je vous donnerai quelques chiffres qui vont vous permettre peut-être de comprendre dans quelle mesure en fait
pardon, hop, dans quelle mesure ça permet de réduire les chiffres. Donc en fait, ce dispositif est basé sur deux principes en fait. Le premier, c'est que les professionnels de santé de proximité, je vous dirai de quels professionnels de santé il s'agit, vont rester un peu les maîtres du jeu. Et puis aussi, la télésurveillance doit être simple pour qu'elle soit acceptable par tous les patients, ainsi que les professionnels de santé. Et donc, je vous présente un petit schéma en fait qui sera plus simple pour comprendre le fonctionnement de ce dispositif. Alors, je vous disais simple dans le sens où le patient en fait va être équipé d'une balance qui est reliée donc à un télétransmetteur. Et donc, il se pèse quotidiennement donc, à jeun, et donc ces données sont télétransmises. L'infirmière libérale qui est aussi dans le réseau, donc elle va avec son smartphone renseigner en fait les données sur l'état fonctionnel du patient lors des visites en fait au patient. Donc c'est pour ça que je parlais de professionnels de proximité qui vont être au cœur du dispositif. Donc la surveillance biologique aussi est téléchargée automatiquement dans le dossier médical partagé par les laboratoires d'analyse. On a le pharmacien d'officine aussi qui va renseigner la thérapeutique à chaque délivrance d'une ordonnance. Et l'ensemble de ces données est analysé par un système expert qui a été développé et qui génère des alertes ou des alarmes selon le niveau de gravité qui a été fixé par des bornes préalablement définies. Donc ces alertes et ces alarmes sont gérées par là ce que vous voyez, ce qu'ils appellent la cellule de coordination. Donc cette cellule de coordination qui dans les 3 heures, donc 7 jours sur 7, va traiter donc ces alertes et qui peuvent en fait motiver ou un appel à domicile en fait directement chez le patient pour pouvoir évaluer son état. Et si la situation le justifie, contacter le médecin traitant, voire le cardiologue qui sera appelé par le cardiologue de la cellule de coordination cardio-verne pour une prise en charge thérapeutique qui soit plus adaptée. Et donc, chaque contact téléphonique va permettre d'évaluer, de consolider des actions aussi éducatives, parce qu'on parle beaucoup d'éducation thérapeutique, c'est aussi un des objectifs ou des missions majeures de ce dispositif, d'éduquer en fait le patient. Et c'est les pharmaciens d'officine, en fait, qui vont aussi avoir ce rôle-là de faire donc l'éducation thérapeutique du patient. Il y a même, en fait, un module de e-learning qui a été mis en place. Alors, juste quelques chiffres, je vous disais tout à l'heure, qui me paraissent importants à partager. Donc, au-delà de la création de 2012, qui est la date du premier patient, qui a été inclus dans la structure. Aujourd'hui, cette structure accompagne 580 patients en file active, avec des projections qui sont relativement ambitieuses pour les prochaines années. Je peux ajouter aussi peut-être le chiffre 4, qui représente les 4 départements dont sont originaires les patients qui sont inclus dans le service cardio-verne. Et puis, il y a même des patients qui sont originaires de zones limitrophes, mais qui vont avoir leur médecin référent dans un département auvergnat. Et puis les chiffres en fait qui prouvent en fait l'intérêt d'un service de télésurveillance et de coordination de soins, quand vous regardez les chiffres que je vous présente, la mortalité par exemple a été ramenée à 13,5% la première année contre 25% dans le groupe témoin. Le groupe témoin donc qui est avec une prise en charge conventionnelle. La réhospitalisation pour poussée d'insuffisance cardiaque ont été réduites à 13,8% par an dans la population de la cohorte, des 3869 patients de référence. Et puis, on a aussi un raccourcissement de la durée moyenne de séjour qui a été observé. Donc, on passe de 9,4 jours, il me semble, oui, on passe à 9,4 jours versus donc 11 jours et demi, oui, c'est ça, il me semble. Et puis, on se rend compte en fait qu'il y a une économie qui est très conséquente et qui représente 4 500 € par patient durant la première année. Une fois que le coût du service cardio-verne a été déduit, et donc c'est un coût de 672 €. Donc là, on voit clairement en fait l'intérêt de ces services-là. Et quelques éléments aussi importants concernant donc cette organisation, c'est que le statut juridique de ce dispositif est donc un groupement de coopération sanitaire, donc qui a été
mises en place afin de mieux asseoir quelque part la structure, que ce soit dans le paysage régional ou national, mais aussi pour que les différents signataires que vous voyez sur l'écran, donc ils sont au nombre de 35, soient en fait considérés d'une manière équivalente. Et donc ces signataires en fait comprennent des hôpitaux publics, des cliniques privées, des instances représentatives, que ce soit des professionnels de santé ou des associations de patients. On a aussi comme membre en fait Almeris, donc qui est le partenaire qui a mis en place le système expert dont je vous parlais tout à l'heure et le dossier médical informatisé. Et donc, on a aussi dans ce dispositif donc la cellule de coordination dont je vous parlais également, qui traite et analyse toutes ces données, qui est composée d'un directeur médical, d'un secrétaire général, d'infirmières coordinatrices, une secrétaire médicale et puis des vacataires, donc c'est des diététiciennes essentiellement. Et donc, on a aussi des financeurs parce que, comme je vous disais tout à l'heure, la télésurveillance médicale est encore en stade expérimental et donc elle fonctionne sur fonds publics. Le budget de fonctionnement Cardioverne est attribué par l'ARS et donc, sachant que les fonds parviennent depuis l'assurance maladie. Pardon ? Juste, je veux dire qu'on court un petit peu après le temps. Merci. Oui, donc 10 secondes, je finis juste avec cette idée que même si, en fait, vu que c'est des fonds publics, aujourd'hui, l'enjeu en fait, de ce dispositif, que ce soit celui-là ou tous les dispositifs de télésurveillance, c'est de justifier d'un modèle organisationnel et économique qui soit pérenne pour qu'elle puisse entrer dans le droit commun, à l'instar de la téléconsultation et de la télé-expertise. Désolée, je me suis un petit peu étalée. Je n'ai pas respecté le timing. Vous m'entendez ? Intervenant en visio, comme je ne peux pas trop faire de signes, voilà, de faire bien attention à la tenue du timing. Voilà, c'est important, mais c'est néanmoins extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Myriam, pour cette présentation. Et ça valait le coup quand même d'entendre tout ça et tous ces détails. Merci. On va passer à la présentation suivante avec une résonance. On avait dit des échanges Corse-Auvergne. On reste quelque part dans une approche numérique. C'est un projet qu'on appelle Sunrise, qui est à la Palmola. Et je vais laisser la parole à Astrid et à Jérémy pour nous présenter ce sujet. On disait en aparté qu'il y avait quelques résonances avec ce qui était dit avant. On va parler de chute. Absolument, et on partage absolument la même passion que Myriam, et elle a posé aussi le cadre des problématiques de la télémédecine. Donc je vais essayer d'être le plus bref possible pour vous présenter l'établissement, qui est un centre de soins de suite et de réadaptation qui s'appelle La Palmola. Donc c'est quoi le soin de suite et de réadaptation? C'est à la sortie de l'hôpital sur les courts séjours, avant un retour de domicile, et nous en particulier avant un retour sur un EHPAD ou un retour à domicile très accompagné, un passage pour réhabiliter le patient, fonctionnellement, socialement, avant qu'ils puissent repartir dans les meilleures conditions sur le domicile. Alors le problème de la gériatrie, on a parlé des problèmes de vieillissement de la population en Corse, c'est que nous on est polyvalent et que le problème de la gériatrie sont des patients qui sont polypathologiques. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on aurait besoin de travailler avec plusieurs spécialistes sur l'établissement. Évidemment, sur 80 lits, c'est impossible. Et donc en arrivant effectivement dans l'établissement, j'étais déjà confrontée à ce problème, manque de médecins sur toute la Corse, manque de spécialistes, difficulté à faire venir des spécialistes pour une demi-journée par semaine, et il fallait trouver des solutions. Donc la solution, elle s'est trouvée en plusieurs étapes, déjà en recrutant un médecin qui vient du spatial, donc qui est très à l'aise avec la télémédecine. Donc ça peut vous paraître très curieux, mais après le docteur Saget vous expliquera comment le spatial et la gériatrie sont reliés. Et puis on a eu un événement qui a été moteur, on était déjà en train de travailler sur une solution de bracelet anti-chute molle sur l'établissement. Donc nous, notre moyenne d'âge des patients, c'est 81 ans, durée moyenne du séjour 3 mois. En sachant qu'on a des patients qui restent très très longtemps parce qu'on n'arrive pas à les rediriger vers le domicile. La prise en soin est beaucoup trop longue, et puis on a des problèmes sociaux effectivement et des difficiles retours à domicile. Et puis on travaillait sur cette installation à l'UCC. L'UCC est une unité cognitivo-comportementale qui accueille des patients Alzheimer, de bracelets anti-chute pour pouvoir avertir au plus vite les équipes.
anti-chute molle. Donc la chute molle, c'est la chute au moment, par exemple, de l'endormissement, ou bien on rate un appui une fois, deux fois, et puis on prend un temps avant de tomber. Et donc du coup, ça nous permettrait et ça nous permet d'anticiper la chute et d'arriver près du patient avant qu'il tombe. Et évidemment, c'est aussi un marqueur et une alerte en cas de chute lourde, et le soignant peut arriver au plus près du patient. Et on a eu un cluster l'année dernière assez monumental. C'est premier patient testé, 12 patients testés, donc positifs en une fois. Donc ça voulait dire concrètement qu'à peu près tout l'établissement allait être contaminé, tout simplement parce que nos patients présentent de grands troubles cognitifs. Ce que je vous disais, la problématique de la gériatrie, c'est qu'en fait, la polypathologie, on a des patients qui ont pour 80% des troubles cognitifs, impossibilité de porter un masque, impossibilité forcément d'accompagner des consignes, rester dans sa chambre, éviter les contacts avec les autres. Et puis si on perdure sur plusieurs semaines, on risque aussi de les perdre. On a parfois des soucis de glissement. Donc il a fallu réagir très vite, et la réaction a dû se faire dans l'urgence, puisqu'on savait que le CHB ne pouvait pas accueillir nos patients. Ils étaient eux-mêmes débordés par des clusters à l'intérieur de l'établissement, et puis la situation sanitaire qui est en train de s'aggraver. Donc on a pris la décision immédiate de créer une propre cellule Covid, unité Covid dans notre établissement, en sachant que la gériatrie ne se traite pas exactement de la même façon en réa qu'un patient qui est en meilleure forme. Donc on a créé cette cellule, sauf que pour créer cette cellule, il fallait un renfort à la fois médical et paramédical, que malheureusement, les renforts et la réserve étaient donc concentrés sur le CHB et le centre hospitalier d'Ajaccio, et qu'il fallait trouver des médecins. Donc on a trouvé des médecins, on a trouvé des équipes, mais il nous en manquait, puisqu'on est passé une surveillance urgence, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et là il a fallu mettre en place la télémédecine avec des médecins qui n'étaient pas forcément présents sur place. On a eu la chance, en fait, déjà un an auparavant, pendant la première vague, on avait eu, grâce à la collectivité, le comité de Massif, on avait eu 37 tablettes pour que nos patients puissent communiquer avec leur famille. Et en fait, ces tablettes nous ont permis de travailler avec les patients et les médecins pour avoir une réponse très rapide sur les problématiques auxquelles l'équipe se trouvait confrontée. Donc, on a mis ça en place. Ça a été un vrai succès, parce qu'en fait, sur nos 71 patients, on a eu 55 patients qui étaient contaminés. Donc, on savait que la contamination serait énorme. Mais par contre, on a circonscrit ce cluster en 5 semaines avec un travail d'équipe exceptionnel. On était tous effectivement très unis autour de cette problématique, et on a pu continuer effectivement dans cette idée de télémédecine, puisqu'on en avait vu justement le succès, puis la bonne déjà appréhension et compréhension de toute l'équipe qui était content aussi d'augmenter en compétences, puisque nos IDE, il faut aussi avoir des IDE qui ont envie de s'investir. Et il se trouve que nos IDE étaient presque galvanisés par ce projet-là, d'être comme ça aux soins critiques finalement avec ces patients dont il fallait sauver la vie. Et pour poser effectivement des chiffres, je ne sais pas s'ils apparaissent. Ah non, du coup, voilà, on fait sans les diapos. Du coup, le taux attendu effectivement de mortalité était de 18%, et en fait, on est tombé beaucoup plus bas. On était sur du 11% de taux de mortalité. Donc, on a vraiment géré effectivement ça au mieux, et on a pu continuer comme ça ensuite à travailler en télémédecine et à commencer à amorcer ces projets de développement et de collaboration avec des médecins qui étaient déjà au fait et qui sont déjà à l'aise dans ces pratiques. C'est difficile quand on est médecin installé de s'imaginer de passer effectivement à ce passage-là, mais voilà, on a mis en place un réseau Corse-Bordeaux qui se fait naturellement via Jérémy, qui vous expliquera pourquoi et comment ça s'est mis en place, et je vais lui laisser la parole pour qu'on puisse effectivement ne pas déborder. Merci beaucoup Astrid. Oui, donc c'est vrai que la télémédecine, elle émerge souvent de contraintes au départ. C'est vrai qu'il y a 100 ans, c'était les transatlantiques. Il y a eu une accélération dans les années 60 grâce au spatial, en fait, la télémédecine, pas simplement les moyens de télécommunication qui sont liés au monde du spatial, mais aussi le fait de faire du support médical pour des équipages qui sont dans un territoire très particulier qui est l'espace. Il fallait développer de fait une télémédecine. Il y a des bénéfices attendus, il y a des contraintes, il y a des inconvénients, il y a des interrogations, il y a des bénéfices attendus et inattendus. Donc, je m'y suis intéressé il y a 18 ans déjà aux grandes problématiques, nous qui sommes formés au chevet du patient, qu'est-ce que ça modifie dans les usages, dans l'interaction avec le patient, la relation médecin-patient. Et puis depuis 2009, donc on a la possibilité d'avoir ces 5 actes de télémédecine, et on voit à quel point conjoncturellement la situation accélère
les usages. Ça a été le cas du Covid. Tous les médecins qui ont fermé leur cabinet parce que un des bénéfices attendus de la télémédecine, c'est de pouvoir gérer les patients qu'on n'allait pas hospitaliser avec une mesure barrière particulière qui est l'écran. Mais ça modifie évidemment la relation médecin-patient. Et nous, la conjoncture, ça a été le cluster. C'est-à-dire, pour les raisons qu'Astrid a bien évoquées, il a fallu trouver cette solution-là pour naviguer dans les 5 actes de télémédecine. D'ailleurs, la téléconsultation qui a la particularité sur un SSR d'être assistée, accompagnée par les équipes. Et donc, le corollaire de la téléconsultation, c'est de bien connaître les patients, d'avoir un accès à toutes les données et de connaître aussi ces équipes qui vont accompagner, surtout en gériatrie, les patients, parce que les patients en gériatrie, on a 37 tablettes grâce à la collectivité, financées par la collectivité. Encore faut-il accompagner nos patients gériatriques. Mais un des bénéfices inattendus, c'est une téléprésence, une forme très particulière de téléprésence, le 24/7 dont on parlait, mais aussi quand on modifie les pratiques. Quand on pratique la télémédecine, on modifie considérablement l'entretien et le temps d'écoute, sur lequel on va beaucoup se fonder. Donc ça, c'est important. Et aussi le fait qu'on va rééduquer, ça fait partie de la rééducation cognitive de nos patients et l'éducation, parce que quand ils vont rejoindre leur lieu de vie, il faut qu'ils s'approprient ces nouveaux usages. On a même réfléchi au format. Par exemple, ces générations-là sont plus sensibles à la télé qu'aux tablettes. Et quelquefois, on a essayé de mettre en place, par exemple, pour certains patients, une téléconsultation, une téléprésence aussi familiale, parce qu'il y a le territoire et l'isolement de ces patients avec la télé qui leur parle tout de suite, plus que les tablettes. Donc, il y avait cette réflexion-là qui était liée à cette conjoncture. Et ça fonctionne très, très bien et ça augmente la qualité de prise en charge. Et on navigue donc téléconsultation, téléexpertise, téléassistance, télésurveillance, et même cette régulation 24/7 que les urgentistes et le SAMU connaissent bien. Et puis, voilà, donc on aime bien travailler moi, j'aime particulièrement travailler dans des laboratoires qui sont un peu différents du tiers-lieu dont on parle, et puis finalement aussi de ce Living Lab, quoique c'est assez proche. On a la chance dans ce SSR d'être une entité agile, à petite échelle, et qui se décloisonne. On parlait du cloisonnement. On est une zone de passage entre une hospitalisation, une affection aiguë et le projet de devenir. Et cette zone de passage, il faut la fluidifier, il faut la décloisonner. On a même décloisonné, ce qui est assez inhabituel. On a l'habitude dans les services de travailler entre soignants pluridisciplinaires, mais pas forcément aussi bien avec la direction, qui a pourtant une vision pour le projet d'établissement. Et là, c'est ce qui se passe dans cet établissement-là. Et c'est un laboratoire agile. Alors, j'aime bien travailler dans mon laboratoire volant sur Bordeaux, dans ce grand laboratoire volant que sont les vols paraboliques qui permettent de faire de la recherche en microgravité avec la moitié des expériences biomédicales sur Bordeaux, et ce laboratoire très ancré dans le territoire, qui a une histoire très forte en Haute-Corse et qui est nécessaire justement au projet de devenir des anciens en gériatrie. Donc ça, c'est important. Et donc, on a mis en place aussi le lien, ça peut paraître étonnant, mais il y a un lien très fort entre la médecine spatiale et la gériatrie. On vient de parler de la télémédecine, mais il y a aussi, c'est un modèle du vieillissement depuis toujours, normal et pathologique, l'astronaute et les contre-mesures qu'on doit développer. Il y a un dialogue entre la médecine spatiale et terrestre, très impliqué dans ce qu'on doit développer pour prévenir le vieillissement et réhabiliter nos patients. Donc moi, je vois la cohérence, je pense qu'on est plusieurs à la voir, cette cohérence, mais ça peut paraître surprenant. Et puis, il y a des histoires aussi derrière ce spatial. On avait organisé un congrès Medispace qui était là pour croiser et conjuguer justement solutions orientées, les besoins des médecins et du secteur de la santé avec les solutions qui étaient apportées, les brevets dans le spatial. Et on arrive au projet Sunrise, qu'en fait l'idée, c'est d'avoir un système d'alerte un peu particulier par rapport aux chutes. Il y a des chutes lourdes. Donc, un système d'alerte classique, il faut intervenir le plus rapidement possible pour que la station au sol soit limitée. Mais il y a les chutes molles qui sont ces chutes au ralenti typiques de la gériatrie. Et en fait, grâce à une technologie WB qu'on utilise dans l'espace, vous connaissez les protocoles Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Ben là, en fait, on est fiable, on est très précis sur la position du corps dans l'espace, et on peut analyser avec une intelligence artificielle et des algorithmes qu'on affine, qui ne sont pas du système expert, les prémices de la chute et intervenir avant l'impact. Et on est un environnement contrôlé, un grand laboratoire agile pour justement, avant le déploiement dans les lieux de vie, puisqu'on a une équipe en place et qu'on a du retour, eh bien, pouvoir expérimenter vers la maturité technologique
Et donc ça, c'est ces 2 jeunes de Bordeaux qui avaient présenté leur solution, qui avaient gagné dans l'incubateur et qui sont venus déployer leur solution pour la première fois dans un système dans un service sur la Palmola à Oleta. Et on est en phase d'expérimentation. Je vais m'arrêter, peut-être répondre aux questions. Du coup. Merci. Il y a sans doute effectivement quelques questions qui vont émerger. J'avais juste une petite relance au sujet parce qu'on parle de numérique, et c'est évidemment des sujets qui sont sensibles ici. C'est sur la question de la confidentialité de la vie privée. Est-ce que Street peut être un élément de réponse par rapport à ça? Parce qu'on monitore, comme on dit, beaucoup de choses. Oui, alors évidemment, ça se fait avec l'accord des patients. L'UCC, donc on a testé ces bracelets donc chute anti-chute molle, donc avec l'accord des familles, parce qu'on était sur l'UCC, unité cognitivo-comportementale, donc patient Alzheimer. Donc on doit solliciter l'avis des familles. Donc on a communiqué à ce sujet et les patients qui effectivement arrivent chez nous acceptent ou pas de participer à l'expérience, puisque là on est au niveau de l'expérimentation. Très bien, merci pour cette précision. Si vous le voulez bien, on va continuer en fait les différents exposés pour laisser un temps global en fait d'échange avant la pause. Et je vais laisser la parole à Marie Blanquet qui va nous parler du CPTS Haut-Cantal. Est-ce que Marie peut nous entendre et donc également de l'application Cardioverne? Parce qu'en fait, l'idée, et on le voit bien, on ne travaille pas tout seul quand on fait ces approches-là. Et ça va induire aussi des changements dans des organisations. Donc, on aimerait bien pouvoir voir un peu comment toutes ces questions numériques, et ça nous fait une parfaite transition, viennent percuter aussi les organisations. Bonjour. Du coup, moi, je suis là pour vous parler de la CPTS, donc Communauté professionnelle territoriale de santé et accès santé Nord-Cantal. Je vais vous parler directement de l'application. Donc, c'est dans la mission des parcours, de développement des parcours et parcours de santé. C'est-à-dire que ce n'est pas que parcours de soins. Il y a la prise en charge du médico-social, puisqu'on a nous également aussi une population plus âgée. Donc, on prend en charge des parcours de santé. Pour le parcours de santé insuffisance cardiaque, donc on travaille avec la référente de Cardioverne actuelle, qui est le docteur Marie-Claire Boiteux. Alors maintenant, c'est tout nouveau. Le Cardioverne a été réhabilité et repris par le CHU de Clermont-Ferrand et le cardiologue référent, c'est le docteur Clément Riaucreux. Nous, on a travaillé en développement sur la CPTS avec donc Marie-Claire. On a organisé avec Cardioverne. Il y a eu la formation qui est en cours. Il y a eu 5 sessions de formation. Des infirmières libérales, les diététiciens, les rééducateurs physiques du territoire, kinés, pharmaciens pour ceux qui voulaient se déplacer, médecins généralistes et tous les infirmiers et les aides-soignants des établissements de santé. Et on tient, c'est la CPTS qui finance les formations parce qu'on tient absolument à ce que les formations soient mixtes ville-hôpital pour que chacun puisse échanger sur son type de pratique et identifie bien les difficultés qu'il y a de chacun des deux côtés. Donc pour l'instant, il y a eu 5 formations. Il y en a 2 nouvelles là, qui sont prévues pour mai et juin. Au cours de ces présentations, il y a un rappel qui est fait sur l'insuffisance cardiaque et également tout le matériel qui est développé par Cardioverne, donc ce qu'a présenté Myriam précédemment. On travaille également en lien avec le CHU de Clermont et le nouveau chef qui est le professeur Romain Échalier. Donc, nous, notre bassin d'activité, c'est le bassin de santé de Mauriac. Sur le territoire, donc c'est moi le médecin référent pour l'insuffisance cardiaque. J'ai validé un DIU insuffisance cardiaque et on est comme en train de monter une unité thérapeutique de l'insuffisance cardiaque sur l'hôpital de Mauriac. Donc, cette unité, il va y avoir une infirmière coordinatrice de parcours. Donc, on attend qu'elle puisse prendre son poste pour une prise en charge globale. Comme on a plutôt des personnes âgées, l'objectif est de pouvoir faire des évaluations gériatriques standardisées. De telle façon à vraiment une prise en charge globale et faire des plans personnalisés de santé. Il y a différents types de consultations insuffisance cardiaque, la consultation d'inclusion dans Cardioverne qui peut être réalisée pendant l'hospitalisation selon où le patient est sur le territoire, ou des consultations de titration des médicaments et de prise en charge globale de la personne. En particulier, nous, on a une unité de recherche clinique qui travaille sur la sarcopénie. Donc, dans les consultations, cette thématique sarcopénie dénutrition est abordée. Et on continue l'accompagnement thérapeutique à chaque consultation. Cardioverne, c'est aussi un accompagnement thérapeutique. Ça fait partie du programme étape. Donc, il y a le télésuivi avec l'accompagnement thérapeutique et nous, on le complète en fonction de ce qu'on a identifié comme difficulté.
Et on a développé une téléexpertise, c'est-à-dire que mes confrères médecins généralistes, le patient ne se déplace pas toujours en consultation, mais dans ces cas-là, ils m'appellent, ils ont l'examen clinique, on partage les données de biologie et de l'examen clinique ensemble et on décide de la conduite à tenir, à quelle vitesse on titre les médicaments et qu'est-ce qui est au mieux pour le patient. Et j'ai toujours un cardiologue référent sur l'hôpital local d'Aurillac, avec un cardiologue qui va venir en consultation sur Mauriac, ou le CHU de Clermont-Ferrand quand on a besoin d'un niveau de technicité supérieur. En particulier, clôture de l'oreillette gauche, par exemple, pour le professeur Échalier, ou les poses de pacemaker pour les asynchronismes cardiaques. Et enfin, on a un gros pan de développement qui concerne la recherche clinique. Donc, on travaille sur les données cardio-vergne avec le CHU de Clermont dans ce contexte-là. Nous, en particulier sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, puisque chez le sujet âgé, c'est quand même la prévalence la plus souvent retrouvée. Et le lien entre sarcopénie et insuffisance cardiaque, c'est également notre cœur de travail de l'unité de recherche clinique. Et enfin, les thèses des internes de médecine générale. On a actuellement une thèse, donc il y a celle le doctorat de Meriem, mais on a une thèse en interne en médecine générale en lien avec une autre doctorante de Corinne Rochette, qui est sur la construction du parcours auprès des médecins généralistes en lien avec les cardiologues du territoire, cardiologues qui font de la coronarographie, qui prennent les gens en aigu, mais également en SSR, en réhabilitation derrière, avec un des objectifs d'établir une checklist de prise en charge des patients, parce qu'on souhaite après ouvrir un système d'HDJ pour éviter les hospitalisations conventionnelles aux patients. Et pour les premières expériences qu'on a, en 3 mois, c'est 28 patients inclus. Sur les 28, il y a eu 3 décès, dont un qui a pu se faire à domicile comme souhait de la patiente. Et sur les 25 autres patients inclus, il y a eu 20 hospitalisations évitées, quasiment une par patient. Je sais qu'ils rentrent à domicile, c'est les retours à la vraie vie, au contexte. Le faire avec de l'éducation thérapeutique est vraiment très préjudiciable. Et d'avoir les consultations post-hospitalisation et des suivis réguliers tous les 15 jours, le temps de la titration de médicaments, est vraiment un point qui permet d'éviter les hospitalisations du sujet âgé ou alors de gérer sur des hospitalisations très courte durée pour une de nos patientes. Je vous remercie beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation. Et coordination en fait se répondent. Alors on a un autre projet qui est EvaCorse, dont vous allez nous parler, docteur Antoine Four. Vous êtes cardiologue à Bastia et porteur de ce projet. Je suis porteur du projet. Donc merci déjà pour le plébiscite d'EvaCorse ce matin, ça m'a fait plaisir. Donc merci aux acteurs aussi d'EvaCorse d'être là, parce il y en a déjà, j'en ai vu pas mal dans la carte, pardon. Merci aux acteurs d'EvaCorse d'être là, parce que j'ai vu pas mal d'acteurs d'EvaCorse dans la salle, donc ça fait plaisir. En fait, pour revenir un petit peu comment naît le projet d'EvaCorse, comme l'a dit Igor, ça naît d'un besoin, c'est-à-dire qu'on nous a sollicité pour faire de la réadaptation en Balagne. Et en fait, ce n'est pas possible parce que c'est soumis à des autorisations. Donc, ce n'était pas possible. Donc, on a dit, on va essayer de contourner les autorisations et on est passé par la case article 51 pour pouvoir monter ce projet qui permet en fait un financement dérogatoire. En fait, pourquoi on passe par l'article 51? C'est tout simplement pour financer le projet. C'est quoi l'article 51? Je crois que ça parle d'innovation. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, c'est le côté organisationnel, justement, des innovations. Et ça nous a permis donc de financer tout simplement le projet, parce que sinon, je pense que le projet, on n'aurait pas pu avancer. Donc ça, c'est le premier point. Et après, il y avait notre besoin. C'est-à-dire que ça, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais notre besoin, finalement, quel était-tel? C'était, on en parle depuis ce matin, c'était de décloisonner ville-hôpital, puisque nous, notre recrutement, 90% du recrutement, c'était l'hôpital. Or, le recrutement de l'hôpital, c'est de la prévention secondaire. Or, en fait, je vous fais le raisonnement, ce qui est intéressant dans la réadaptation cardiaque, c'est de prendre en charge des patients qui sont en prévention primaire. Alors attention, quand on est, nous médecins, on n'a pas les mêmes, quand on dit prévention primaire et prévention secondaire, prévention primaire, c'est le patient qui n'a pas de maladie, et prévention secondaire, c'est le patient qui n'a pas eu la maladie, parce que certaines classifications, il y a 3 types de prévention. Donc voilà. Donc on n'avait pas de patients en prévention primaire. Or, finalement, c'est les patients qui bénéficient plus de la réadaptation. En fait, quand vous avez un syndrome coronarien aigu, 75% des cas, il y a une maladie coronarienne évolutive qui a évolué pendant plusieurs années, qui est passée inaperçue. Et en fait, finalement, quand on vous a mis le stent, c'est trop tard.
La maladie est évolutive, elle peut qu'évoluer. Et donc l'idée de cet article 51, c'était aussi de faire ça et d'augmenter, nous, notre recrutement pour la prévention primaire. Donc ça, c'était un point assez intéressant. Après, ce qu'on voulait faire, c'est qu'il y ait une certaine qualité de prise en charge. Alors, la qualité de prise en charge au niveau du SSR, enfin, et c'est la même chose pour vous, et ça me fait plaisir parce qu'on partage les mêmes expériences, c'est l'équipe pluridisciplinaire et coordonnée. Qu'est-ce qui fait la qualité de prise en charge d'un patient? C'est que c'est une équipe pluridisciplinaire et coordonnée. Et pourquoi cette prise en charge est qualitative? Tout simplement, à chaque fois c'est mon dada, hein, je me répète, mais en fait on voit la médecine, vous avez deux façons de traiter les gens. Soit vous les traitez de manière séquentielle, le patient a de l'hypertension, il va voir l'hypertensiologue, le patient est sédentaire, il va voir le psychologue, enfin j'exagère mais c'est un peu ça, ou il est stressé, il va voir le psychologue, alors que finalement quand ils viennent en réadaptation, c'est une équipe qui fait ça, elle fait la même chose, mais c'est un travail d'équipe, on en parlait. Et donc, on voulait apporter la même chose, en fait, et on en parlait encore à midi avec Clarisse. Ce qui se passe dans les maisons de santé, il se passe exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils font ce travail d'équipe. Et j'aime bien dire, en fait, moi, en tant que cardiologue, je suis incapable de réadapter un patient. Parce que je ne suis pas infirmier, parce que je ne suis pas psychologue, parce que je ne peux pas. Donc, j'ai besoin d'une équipe pour adapter mon patient. Donc, c'est ça qui est intéressant, en fait, dans la prise en charge de nos patients. Alors, comment ça fonctionne? J'avais plein de choses à vous dire, mais bon, on va faire court. Vous me poserez des questions. Ce sera mieux si vous en posez. Mais alors, comment ça fonctionne? Tout simplement, déjà, je suis ravi parce que ça fonctionne très bien. Enfin, il y a une vraie dynamique là, et on est en train d'augmenter, on le sent, et ça pousse au niveau de... Et ce qui est bien dans ce projet aussi, ce que j'ai adoré, c'est que plusieurs fois, on a failli abandonner le projet, parce que c'était long, c'était très très long, la préparation 3 ans. Et à chaque fois, ce qui nous a poussé, c'est vous, c'est la balingue, parce qu'ils disaient, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est ça qui nous a relancé, en fait, c'est cette volonté qui nous a relancé à chaque fois, et ça nous a fait beaucoup de bien dans le projet, et c'est vrai. Et ça, on vous en remercie, parce que sans vous, c'est vrai, ce projet, je pense qu'il s'est vraiment fait, c'est une co-construction, ce projet, hein. D'ailleurs, historiquement, aussi, je fais une petite aparté, mais en termes de construction, le SSR avait été aussi co-construit avec des patients. On avait fait intervenir des patients dans la construction de notre SSR, mais ça, c'est autre chose. Et donc, je voulais juste maintenant préciser un petit peu l'organisation d'Evacorps en lui-même, comment ça fonctionne. En fait, vous avez 6 séances dans un centre de réadaptation de référence, donc soit Ajaccio, soit Bastia. Alors, pourquoi 6 séances? Parce que tout simplement, d'un point de vue médico-légal, en réadaptation, les 6 premières séances doivent être sous télémétrie. Donc ça, c'était le premier point, 6 premières séances. Ensuite, vous avez 2 types de patients. Des patients qui sont dans le Grand Bastia ou dans le Grand Ajaccio. Donc, ceux-là continuent évidemment leur réadaptation dans le Grand Bastia ou dans le Grand Ajaccio. Et les patients qui sont à plus d'1 heure de trajet, ils peuvent bénéficier d'une réadaptation en maison de santé. Mais ce qui est intéressant, c'est cette prise en charge hybride, en fait. J'aime bien utiliser l'image, c'est comme, si vous voulez, c'est comme un avion. Les phases délicates quand on pilote un avion, c'est le décollage et c'est l'atterrissage. Et après, au milieu, vous pouvez le mettre en pilote automatique, ça n'a pas d'importance, ça va bien se passer. Là, c'est exactement la même chose. Alors évidemment, hein, je ne dis pas que vous êtes des pilotes automatiques, et c'est pas du tout ça dans ce sens-là, mais c'est pour vous montrer l'intérêt, parce que en fait, il y a une grande technicité hein, dans la prise en charge en cardiologie. Hein. Vous avez vu, on fait des VO2, on fait des épreuves d'effort, on fait des échographies cardiaques. Enfin, il y a une vraie technicité dans la prise en charge de réadaptation, donc on n'enlève pas cette technicité. Hein. C'est pas une réadaptation dans une maison de santé. C'est vraiment une prise en charge hybride, c'était ça qui était intéressant. Et à la fin des 16 séances en maison de santé, les patients bénéficient d'un bilan final. Et donc là, on va voir s'ils ont évolué en termes de mode de vie, c'est-à-dire est-ce que leurs capacités fonctionnelles à l'effort se sont améliorées, est-ce que leur alimentation s'est améliorée, est-ce qu'ils ont plus d'activité physique et est-ce que leurs scores de risque se sont améliorés. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, c'est un grand plaisir d'être porteur de ce projet. Effectivement, ça résonne particulièrement. Merci Igor aussi, qui est vraiment très participatif dans ce projet. Enfin, qui est plus que participatif. Merci. C'est vrai que ça semble être la bonne illustration de ce qu'on a vu ce matin et ça nécessite peut-être aussi des nouveaux métiers. C'est là où je me tourne
vers Clarisse, qui est IPA. Tu vois, je connais des acronymes et des trucs, hein, Paul-Antoine. Hein. IPA, infirmière en pratique avancée. Je ne sais même pas si tu le connaissais, celui-là. Ouais. Donc, effectivement, ça nécessite l'émergence sans doute de nouveaux métiers. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, merci pour l'invitation. Je sais que Xavier Pierre y est pour quelque chose, dès le début de la formation d'ailleurs. Voilà. Donc, du coup, effectivement, infirmière en pratique avancée ou infirmier en pratique avancée, c'est une nouvelle profession qui est quand même récente. Les premiers diplômés, c'est 2019. On était 63 à sortir en 2019. Sur les 63, tous n'ont pas exercé. Aujourd'hui, il y en a un petit peu moins de 1000 qui sont diplômés d'État en pratique avancée en France. Et il y a environ un peu plus de 1400 étudiants sur le territoire actuellement. Donc, c'est une nouvelle profession dont le champ de compétences et les missions sont peu connus des professionnels de santé et aussi des usagers. Donc, ça mérite vraiment à ce qu'il y ait effectivement de la communication qui soit faite là-dessus. Je vous en remercie aujourd'hui. Donc, c'est d'abord un infirmier qui a suivi 2 années universitaires donc à la fac de médecine, qui vont donc lui conférer le titre d'un Master 2 en pratique avancée. Au cours de ces 2 années universitaires, il va acquérir des compétences qui sont élargies, qui vont lui permettre d'assurer un suivi régulier de patients qui lui sont adressés par le médecin pour le suivi, par exemple, de pathologies chroniques. Voilà. Donc, avec la possibilité de prescrire des traitements qui sont non soumis à prescription obligatoire ou alors de renouveler des traitements qui sont soumis à prescription obligatoire qui ont été initiés par le médecin, généraliste ou spécialiste. Il y a la possibilité de prescrire des examens complémentaires, d'en réaliser et aussi d'interpréter les résultats et derrière de faire donc des modifications, des ajustements de traitement si besoin ou de réadresser le patient vers son médecin si son état avec un niveau d'urgence, hein, voilà, une rapidité en fonction du niveau d'urgence. Il y a la possibilité aussi de faire des actions de prévention et d'éducation thérapeutique du patient et aussi bien sûr d'orienter le patient vers d'autres spécialistes qu'il doit croiser dans le parcours de soins. Donc des orientations possibles vers le cardiologue, le néphrologue, l'endocrinologue ou vers d'autres professionnels de santé. C'est un mode d'exercice qui est effectivement partagé et pluriprofessionnel. C'est vraiment, voilà, c'est intégré dans la fonction même. Il faut savoir que cet infirmier en pratique avancée, il exerce en responsabilité. On n'est pas comme sur un protocole de coopération où il y a un transfert de compétences, où la responsabilité, elle reste au médecin qui est le délégant. Là, il s'agit bien d'un infirmier qui va assumer ses prescriptions au même titre que le médecin lorsqu'il réalise lui-même ses prescriptions. Ça, c'est important. Effectivement, les objectifs de cette nouvelle profession, c'est optimiser le parcours, améliorer l'offre de soins. Il faut savoir qu'il y a plusieurs mentions. Alors, celle qui est la plus plébiscitée, c'est pathologie chronique stabilisée, qui représente à peu près 54% des infirmiers IPA aujourd'hui en France. Donc, j'insiste sur ce titre qui est un petit peu long. Donc, c'est pathologie chronique stabilisée et prévention et polypathologie en soins primaires. C'est-à-dire prévention, c'est très important, et polypathologie en soins primaires. Ensuite, il y a santé mentale, psychiatrie et santé mentale, ça représente à peu près 27% des infirmiers en pratique avancée. Oncologie et pathologie, c'est 12%, néphrologie à peu près 5%. Et enfin, on retrouve la mention urgence, où il y a actuellement 5 infirmiers qui sont en formation actuellement sur le territoire. Vous voyez, ce sont des petits chiffres. Alors, donc moi, je suis PCS, pour faire court. J'exerce donc en libéral. Donc je suis... PCS, je Alors, suis perdu. donc, c'est pathologie chronique stabilisée, virgule, prévention et polypathologie en soins primaires. J'exerce donc en tant que IPA-L, libéral. Je suis donc conventionnée avec l'assurance maladie et c'est vrai que le fait d'être conventionnée avec l'assurance maladie, ça dessine un petit peu une architecture dans mon intervention auprès des patients. Je vous explique, le modèle économique de la CPAM aujourd'hui, c'est de permettre un accès à l'IPA à peu près avec 4 rendez-vous par an, c'est-à-dire une facturation qui me permet 4 rendez-vous par an avec les patients, en sachant qu'en fait, dans la réalité, je vais être amenée à faire un premier entretien initial avec le patient, au cours duquel il y a une consultation, je dirais, un entretien d'éligibilité. Le patient relève bien de mon suivi, hein, une fois qu'il a été adressé par son médecin. Et ensuite, je peux le revoir 4 fois par an, mais c'est vrai qu'en fait, dans le concret, je le revois souvent un petit peu plus souvent au départ, et puis après, je vais lui donner des rendez-vous 4 fois par an, tous les trimestres.
J'ai une liste de pathologies chroniques dont je peux assurer le suivi qui sont définies par décret. Pour vous donner une idée, c'est la cardiologie, tout ce qui est respiration, donc asthme et BPCO. Les patients qui ont eu un AVC, des patients qui sont atteints de maladies neurodégénératives, Alzheimer, démence apparentée, et des patients qui ont une pathologie. Et ça représente donc des ALD que l'on va retrouver de façon assez fréquente un petit peu dans toutes les régions. Et je peux aussi effectivement recevoir des patients dans le cadre de la prévention. Je vous donne un exemple, c'est une femme de 50 ans qui est en surpoids, qui est fumeuse et qui a une hypertension. Elle n'a pas d'ALD, mais elle peut quand même relever de bons suivis. Alors, les freins, évidemment, l'accès à la formation et encore plus en Corse. C'est une formation de 2 ans, elle est quasiment à temps plein. Donc, vous imaginez, pour des libéraux, ça peut être très compliqué. En Corse, je sais qu'il y a des réflexions qui sont faites pour au moins essayer de démarrer la première année, mais sinon, tout pour l'instant est sur le continent. Le coût lié à effectivement cette formation, la rémunération, le modèle économique qui, pour l'instant, fait qu'il y a une implantation qui est quand même très compliquée, à la fois en hospitalier et à la fois en libéral. Et aussi la méconnaissance des différents partenaires. Les forces, il faut savoir que c'est une formation qui a été extrêmement plébiscitée par les infirmiers, très motivés. C'est une façon de faire une opportunité d'évolution de carrière et peut-être de lutter aussi contre le côté désabusé dans cette profession parfois. C'est quelque chose qui est épanouissant. Les besoins des usagers exprimés, c'est une nouvelle profession qui est vraiment plébiscitée par les associations de représentants d'usagers. La nécessité d'un système de santé qui doit s'adapter, donc faire émerger cette nouvelle profession, c'est important. Aujourd'hui, je souligne encore le besoin que nous avons, donc pourquoi pas imaginer l'implantation d'IPA auprès d'endocrinologues, auprès de cardiologues, il faut y penser. Des pistes pour améliorer aussi les éventuels freins qu'il pourrait y avoir avec les partenariats avec les médecins. Il faut savoir qu'au Québec, en 2019, pourtant, vous savez que dans ces pays-là, en fait, les IPA sont implantés depuis une 50aine d'années, mais en 2019, ils ont quand même ressenti le besoin de créer un guide à l'attention des médecins pour un partenariat réussi. IPA médecins, c'est très important. Voilà. Merci. Merci, et ça tombait bien, on avait beaucoup parlé des infirmiers, des infirmières, etc., de cette profession ce matin. En tout cas, on voit qu'il y a une profession qui évolue aussi vers de la coordination. Alors, Xavier Pierre, c'est justement ce changement de paradigme, on y est, mais il y a encore des freins. Si je n'ai pas été clair ce matin, je crois que par rapport à les exemples de cet après-midi, je crois que tout le monde est conscient que le monde bouge. Voilà. Donc, et que quelque part, notre système que je disais dégradé ce matin, en fait, il n'est pas si dégradé que ça parce que les choses avancent, quoi. Il y a quand même beaucoup aujourd'hui de projets qui sont en place. La notion de parcours, donc ça c'est le geste essentiel, je veux dire, le paradigme, c'est l'approche du parcours alors de soins, de santé, mais aussi, ça a été dit, de vie, hein, parce qu'on a du mal aujourd'hui à dissocier ces trois parcours-là, oblige, je l'ai dit ce matin, à une responsabilité des acteurs, alors de santé, mais des autres aussi, il ne faut pas oublier les élus et les instances, à réagir et à faire des propositions. Mettre le patient dans son parcours, au cœur du système, et c'est autour effectivement de cette approche-là que le système doit s'adapter pour répondre aux besoins. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris, hein, je veux dire. Donc c'est bien là l'essentiel, et c'est comme ça qu'on définit la coordination. Et ça va me permettre, moi, de rebondir sur le dernier élément avant d'aborder, je crois, l'autre table ronde sur la formation, qui est essentielle, parce que changer de paradigme, c'est changer effectivement les approches pluridisciplinaires, sous forme de coordination, avec des nouveaux métiers, IPA, sur effectivement des sujets comme la rééducation cardiaque qui fait intervenir sur des territoires d'autres professionnels de santé. Ça a été très bien dit par le docteur Antoine Faure. Tout ça fait projet et tout ça fait ensemble. Voilà. On n'arrive jamais à l'exhaustivité aujourd'hui d'un besoin parce que, effectivement, d'abord nos finances ne nous le permettraient pas. et voilà. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, mais ça sera peut-être une occasion dans un séminaire prochain d'aborder, c'est que tout ça, ça a un coût, c'est comme des finances. Et quand même l'idée qu'il y a quand même derrière le parcours, je le dis, alors peut-être je vais être un peu provocateur, hein, mais c'est aussi que
on a trouvé les limites du paiement à l'acte. Voilà. Et quelque part, aujourd'hui, travailler sur un système de projet de santé, projet coordonné, oui, on doit mettre en place d'autres systèmes de tarification. Donc, ça peut être à la capitation, hein, sur des profils de patients donnés, mais ça peut être aussi sur des séquences de soins, comme la rééducation cardiaque, sur lequel, effectivement, derrière, il y a un financement. Voilà. L'article 51 a été dit, c'est un sujet extraordinaire qui est mis en place depuis 3 ans, qui permet, selon des spécificités, et Dieu sait que la Corse a beaucoup de spécificités, justement de pouvoir mettre en place des expérimentations qui permettent effectivement de répondre et à mettre en place des organisations innovantes. Ça, c'est le premier point. Le mot-clé, c'est la coordination. Et je terminerai, moi, là-dessus. Et les coordinations, elles sont à plusieurs niveaux. Et on l'a bien vu. C'est au niveau des équipes de soins primaires sur un territoire, eh bien, le médecin, accompagné de toute son équipe pluridisciplinaire, répond à la coordination de sa patientèle dans le cadre de son parcours. On a parlé des CPTS, effectivement, pas Carrie, ça apparaît plutôt de son métier. Par l'exemple d'Auvergne, on a bien vu que la CPTS, on est dans une approche populationnelle où il y a un projet de santé de territoire autour des besoins de patients et autour des parcours qui se définit. Et puis, malgré tout, vous pouvez mettre le plus beau système du monde à un moment donné, eh ben, il y a forcément des trous dans la raquette. Et les trous dans la raquette, c'est le troisième dispositif que je vais dire en 2 mots, sur lequel, effectivement, j'ai accepté la présidence de ce dispositif-là. Eh bien, c'est quand, effectivement, un aidant, une équipe pluriprofessionnelle, de médecins et d'autres, ils ne savent plus comment faire. Parce qu'effectivement, il n'y a pas la solution qui est adaptée à ce parcours-là. Un exemple, hein, les sorties d'hospitalisation, parfois, sont énormément compliquées à organiser, parce qu'il s'est passé même, entre une hospitalisation, il s'est passé des choses au niveau des aidants. Et donc, à ce moment-là, c'est le dernier niveau, quelque part, de la coordination qu'on met en place. C'est le fameux dispositif d'appui à la coordination qui permet de mettre en place aujourd'hui une organisation territoriale au plus près, bien évidemment, des territoires. C'est pour ça qu'on a mis en place un dispositif avec des infirmières de parcours, des référents parcours. Hein. Donc, il y a 8 territoires qui sont mis en place et qui, autour de 3 missions essentielles, et je terminerai là-dessus. Hein, bon. Eh bien, quand un médecin est dépourvu, il a besoin peut-être d'informations, il a besoin d'orientation, donc une bonne connaissance quelque part de l'offre qui existe sur le territoire. La deuxième, il faut bien s'occuper de la personne, il ne faut pas attendre 2 mois, il faut trouver une solution. C'est d'accompagner la demande. Donc là, c'est nos référents parcours qui sont sur place avec les animateurs territoriaux qui vont trouver des solutions la meilleure possible. Et parfois, il n'y en a pas. Il faut le dire. Hein. Et puis le troisième niveau, tout ça, ça mérite un suivi, un accompagnement. Et donc, il y a quand même une mission aujourd'hui de changement de métier et de pratique sur lequel il y a vraiment une mission d'animation territoriale où on doit mettre en place des nouveaux dispositifs, des nouvelles méthodes, des méthodes collectives, mais des méthodes collectives, et je termine là-dessus, qui incluent quoi? C'est des personnes aujourd'hui qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble parce que le fameux silo, il est total, le silo. Hein. Il y avait un silo entre les médecins, les infirmiers, les kinés, etc. Il y avait des silos entre le secteur hospitalier et le monde libéral. Il y avait des silos avec le médico-social, etc. Bon, et j'en passe des meilleurs. Et donc, à ce titre-là, eh bien, certainement qu'il faut mettre en place aujourd'hui des méthodes de travail, des méthodes collectives d'apprentissage et de formation qui conduisent à davantage de transversalité entre tous ces services-là et tous ces secteurs-là. Voilà. Merci, merci beaucoup Xavier, merci pour l'exercice de haut vol. On va passer la parole à la salle. Il y a Morgane et Ludo qui vont passer avec des micros. On avait peut-être aussi des formes de témoignages aussi d'innovation qui ont lieu en Corse, des porteurs de projets. N'hésitez pas à vous manifester. Oui, ici, on va vous laisser... voilà, soyez assez bref pour laisser un maximum la parole à la, Bonjour. À la salle. Alors voilà, je m'appelle Franck Giudicelli, merci avant tout de me donner la parole. Je suis président de la société Salute Apertutti, qui aujourd'hui travaille en étroite collaboration avec une start-up qui s'appelle BeWell Connect, qui est une référence en matière de dispositifs médicaux connectés, en matière de télémédecine.
Et surtout, nous sommes partenaires avec Pascal ici présente de la maison de santé San Damian dans le Fiumorbe, représentée par le docteur Rauch, avec lesquels nous avons différents projets, dont un projet de télémédecine. Alors pourquoi de télémédecine exactement? Parce que nous sommes rendus compte, après notre vécu dans la ruralité, nous-mêmes nous venons de villages assez isolés, qu'il y avait un réel problème, d'une part, en termes de médecins qui aujourd'hui malheureusement sont de plus en plus vieillissants, en tout cas dans notre région, qui vont prendre leur retraite, qui font de moins en moins de visites à domicile. Et puis surtout, nous avons une population assez vieillissante avec des routes assez scabreuses et des villages en cul-de-sac. Donc ça devient un réel problème pour nous. Donc au travers de la maison de santé, nous avons élaboré, grâce aux médecins d'ailleurs fiumorbais, cette solution qui pourrait permettre, en tout cas, non pas de tout régler, parce que nous n'avons aucunement la prétention de remplacer un médecin ou d'avoir la vocation de faire nous-mêmes les médecins, mais en tout cas de résoudre beaucoup de problématiques. Alors c'est une mallette connectée, je vais laisser la primeur à Pascal de vous l'expliquer brièvement, et puis je reprendrai la parole 5 minutes, pas plus. Oui, ce sera plutôt 2 minutes, hein. On va rester très bref. Voilà, je suis infirmière libérale dans la région de Prunelli-di-Fiumorbe. Je représente la maison de santé. Je suis Pascal Crosica Giudicelli. Voilà, nous avons mis en place une mallette connectée. Donc, à l'intérieur de cette mallette, il y a un électrocardiogramme avec 7 dérivations. Il y a un otoscope, il y a un stéthoscope, un dermatoscope, une comète, ouais. Il y a le saturateur en oxygène, l'appareil à dextro et une balance. Tout ça connecté. Et nous avons fait donc, nous sommes en train de mettre tout ça en place dans les villages. Et on a mis une mallette sur Ghisoni et on fait de la téléconsultation pour le moment avec le docteur Rauch, mais ça sera ouvert à d'autres médecins et à d'autres spécialistes. Ce qui permet d'évaluer immédiatement l'urgence et d'éviter de faire déplacer un dragon ou le SAMU pour rien du tout. En plus, les gens restent dans leur village, restent dans leur maison, et au niveau psychologique, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup mieux, quoi. Le médecin n'a toujours pas le temps, par exemple, dans ce cas-là, de monter sur Ghisoni. Il faut 1 heure de route pour monter, 1 heure de route pour redescendre, et ça facilite énormément les choses. Très bien. Pour conclure en 2 mots. Bon, je conclue en 2 mots. Donc, bien sûr, vous l'avez bien compris, mais tout a été dit par les brillants intervenants, en tout cas que j'ai écouté depuis ce matin. Au-delà de lutter contre les déserts médicaux, de permettre le maintien à domicile, au-delà des économies faites et liées au transport, autant pour le praticien que pour les patients. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse essentiellement dans ce projet-là, c'est réellement par rapport au territoire, chacun a sa spécificité, mais en tout cas, c'est la redynamisation de tous ces territoires quelque peu isolés en Corse, et c'est de permettre un suivi malgré tout socio-économique et médical, et afin de permettre à tous nos anciens de pouvoir rester le plus longtemps dans le village. Et surtout, et je vais terminer, je vous laisse la parole, surtout, sachez bien que dans notre projet, il est bien évidemment question d'un projet territorial, donc la boucle doit être bouclée avec les médecins locaux, les praticiens locaux, les personnels de santé locaux, les mairies, les pharmacies, mais tout ce qui est local, pour que la boucle soit bouclée ici au niveau territorial. On est loin de la cabine de télémédecine. Merci beaucoup. Non, on en est très loin. Pour ce Merci témoignage. En tout cas d'avoir écouté. Merci beaucoup. Voilà, on voit bien la nécessaire coordination qui est illustrée et une approche qui n'est pas forcément technocentrée. Est-ce que ça appelle peut-être une réaction, ou est-ce qu'il y a d'autres peut-être des questions un peu plus? On a une question là-bas, voilà, qui peuvent s'adresser à nos interlocuteurs. Si vous pouvez vous décliner votre identité, si j'ose dire. Oui, bonjour, merci à tous. Donc, je m'appelle Nicolas Andry, je suis directeur d'une société qui s'appelle la CITEC, qui est une société d'économie mixte. Donc, c'est une société privée, mais dont l'actionnaire majoritaire est la collectivité de Corse. Voilà, moi, c'était juste pour apporter une information. Nous avons des centres d'hébergement de données en Corse, qui sont les seuls de ce type-là, et nous sommes certifiés hébergeurs de données de santé. Donc, moi, bon, j'ai écouté avec beaucoup d'attention tous les projets qui ont été décrits jusqu'à maintenant. Et c'était juste pour dire que dans cette espèce de panel d'outils
qu'a besoin, qui sont nécessaires, je dirais, à l'e-santé ou à la télémédecine ou à tous les projets en la matière, il y a l'obligation d'avoir, justement, pour la sécurité des données, qui aujourd'hui est un sujet très, très prégnant et encore plus dans le domaine de la santé, pour dire que la Corse, voilà, avait une plateforme territoriale qui permettait d'héberger les données de santé et donc qui se situe comme un support, je dirais, à tous les projets et toutes les initiatives sur le territoire qui concerneraient la santé. Pour respecter la RGPD, c'est ça, la réglementation générale sur la protection des données. Ça va plus loin que ça. La RGPD, c'est pour les données de manière générale. Par contre, quand c'est des données à caractère de santé, la loi est bien plus exigeante, je dirais. Et donc, il faut avoir des hébergeurs certifiés. Donc, il y en a quelques dizaines, peut-être un peu plus sur tout le territoire national, je dirais. Puis, il y en a un en Corse. Donc, on peut se positionner par l'intermédiaire de la collectivité de Corse comme support à toutes les initiatives en la matière. Effectivement, une initiative extrêmement importante parce qu'il me semble que l'un des freins, peut-être tant que je vous ai là, que l'un des freins à l'utilisation de ces technologies peut être justement la peur de se faire voler les données. Enfin, peut-être si d'autres veulent réagir. Oui, malheureusement, les exemples sont très nombreux dans l'actualité, notamment au travers des hôpitaux qui sont fait très souvent attaqués parce qu'ils sont vulnérables par nature dans le domaine du numérique. Donc, en effet, toutes les initiatives dans la santé, dans l'e-santé qui demandent de l'hébergement ne peuvent plus aujourd'hui se faire de manière unitaire, je dirais, et décorrélée d'un système global qui vise à sécuriser au mieux les données personnelles à caractère de santé et donc passer obligatoirement par des hébergeurs qu'on appelle certifiés HDS, hébergeurs de données de santé, pour vous rajouter un petit acronyme. Merci. Marie-Laure ? Merci, bonjour. Donc, Marie-Laure Nivet, je suis enseignant-chercheur en informatique à l'université et toujours sensible aux aspects éthiques et voilà, sobriété numérique et toutes ces choses-là. Et je voulais savoir si, dans le cadre des différents dispositifs que vous mettez en œuvre, vous pensez, enfin, j'imagine que oui, mais vous pensez aux éventuels effets rebonds. Je prends un exemple tout bête. Il y a une publication qui est sortie il y a un certain nombre d'années maintenant qui décrivait le fait que tous les dispositifs de maintien des personnes âgées à domicile par surveillance automatique avaient un effet rebond qui était que la présence des humains auprès de ces personnes-là baissait, parce que implicitement, on était rassuré par le fait qu'il y avait une surveillance automatique, qu'il n'y avait pas d'alarme, et que du coup, si on oubliait ou si on manquait une visite à cette personne-là, c'était moins grave parce que la technique assurait une surveillance. Donc, est-ce que c'est des problématiques que vous constatez aussi à la suite de la mise en œuvre des services et comment est-ce que vous les envisagez ? Astrid, j'ai mis un élément de réponse. Donc, un effet rebond potentiel et négatif. Je me suis dit que Marie-Laure, donc c'était une question pour moi. Alors, nous, dans l'établissement, on prépare la sortie. En fait, aujourd'hui, le domicile en Corse, il n'est pas encore équipé avec tout ce qui est numérique. Et évidemment, il faudra y penser, il faudra y songer. Tu connais aussi, voilà, mais voilà, la façon d'être au monde et à quel point effectivement l'éthique est importante. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que même sans numérique, la présence au domicile sur le territoire est un vrai problème, parce que même si on a de plus en plus de libérales et libéraux qui donc interviennent auprès des populations âgées sur le domicile, en fait, ils ne sont pas assez. Et on est déjà en déficit de ressources et de présence humaine. D'où notre problème, nous aussi, au SSR, où on voudrait vraiment avoir le temps de bien remettre sur pied, au sens premier du terme, les patients avant qu'ils repartent sur le domicile, parce qu'en fait, quand ils partent trop tôt sur le domicile, on est confronté du coup à des échecs successifs, ça engorge les urgences et on a vu avec la crise Covid à quel point c'était problématique. Ils reviennent chez nous dans un état voilà, qui n'est pas souhaitable. Donc c'est pour ça aussi qu'on a des patients de plus en plus lourds depuis la crise. On est passé à 55% de patients GIR 1 et 2. Donc c'est une question qu'on doit se poser au niveau sociétal, mais c'est bien de se la poser maintenant avant que justement le déploiement du numérique, parce que pour l'instant c'est encore en expérimentation.
Moi, je vois 3 éléments de réponse à cette très bonne question. La première, c'est que un des freins, on n'a pas abordé les freins en ce qui nous concerne, c'est les freins techniques, d'architecture réseau, d'hébergement des données de santé, ça vient d'être évoqué. On a la chance d'avoir un informaticien très prudent depuis très longtemps, tu pourras en parler. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça s'articule surtout en gériatrie avec la présence humaine et la coordination qu'on a évoquée, la préparation du patient. À la fois, c'est-à-dire c'est le risque d'automatiser tout et d'être faussement rassuré. Donc, évidemment que la présence humaine est très importante en coopération avec ces systèmes en fait d'alerte en fait. Et c'est-à-dire que sans mettre ça en place, de toute façon, on est confronté très souvent à cet isolement des patients à leur domicile qui les conduit chez nous. Et le troisième élément, qui est une réflexion que je me fais depuis le début, puisqu'en fait, on a vraiment les médecins qui étaient une génération très clinique, très fine sur le plan clinique, puis des spécialistes en examen complémentaire, plus ma génération. Et là, on a de nouveaux usages, de nouvelles pratiques, une nouvelle interaction avec le patient, avec des tiers technologiques, et il faut pouvoir les critiquer. Mais ce qui est paradoxal, ce qui émerge de façon paradoxale, au-delà de la téléprésence particulière qu'on peut avoir, c'est que ces nouveaux usages font que, en fait, on va développer quelque chose de très particulier autour de l'entretien, de l'écoute du patient, et qui réhumanise paradoxalement quelque chose alors qu'on a un média technologique. C'est ce que j'observe depuis que je pratique et c'est très intéressant. Voilà. Merci pour cette précision. La question de Marie-Laure, comme souvent, était un peu vicieuse parce qu'il y a aussi il y a aussi sans doute la question des aidants qui est derrière et d'aider les aidants aussi à appréhender tout ça. Je vais laisser la parole à André Simonet. Donc c'est vrai que sur la question de la présence et du remplacement ou non des aidants, ce qu'il faut comprendre sur la thématique des aidants, c'est que premièrement, 60% des aidants, donc le parent, l'enfant, le cousin, le voisin, le frère, et généralement c'est des femmes d'ailleurs, donc plutôt sœurs et mères, n'ont pas forcément conscience d'être déjà premièrement aidants, c'est 60%, du coup ils ne vont pas demander de l'aide sur les différents dispositifs existants pour réaménager la maison d'un point de vue logistique, pour de l'aide de soins, pour du répit et autres, pour des congés professionnels aussi d'ailleurs, c'est possible maintenant. Et du coup tous ces dispositifs-là, il serait important aussi de les mettre en outils d'appui pour les différents aidants de la famille. Et quand on parle, en fin de compte, de patients, il faut toujours essayer d'inclure l'aidant aussi sur l'alliance thérapeutique soignant-patient-aidant pour pouvoir faire en sorte que cette alliance thérapeutique soit au service du patient autour de la pathologie, d'autant plus dans le contexte de diminuer le temps d'hospitalisation. Merci pour cette précision. Donc, le tiers-lieu aussi peut répondre à ça. On va prendre une dernière question dans la salle. Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est un témoignage sur tous les exercices coordonnés. Donc, je suis docteur Dominique Siméon, je suis présidente de la CPTS de Balagne. Je travaille donc avec Clarisse sur la CPTS et je suis médecin de la maison de santé d'Île-Rousse. Donc, déjà, un témoignage de comment l'exercice coordonné nous a permis de répondre à la crise sanitaire. Donc, effectivement, c'est parce qu'on avait déjà une démarche coordonnée en maison de santé et en CPTS qu'on a pu répondre d'abord en montant le centre Covid et en construisant un parcours de soins pour le patient Covid, alors que des personnes se terraient chez eux et prenaient du Doliprane. Donc effectivement, on a organisé ce parcours de soins en organisant avec les médecins, avec les infirmières, avec tous les partenaires du territoire, psychologues et aussi secteur social, une réponse adaptée à leurs demandes en organisant des téléconsultations, du télésoin. On n'a pas laissé tomber donc, nos patients à domicile, ceux qui étaient déjà à domicile pour d'autres pathologies. Les infirmières se sont rendues au domicile et on a fait les téléconsultations avec des infirmières, avec nos moyens, ce qu'on avait, des tablettes, des téléphones, etc., avec les familles aussi. Et on a fait donc un parcours de soins où on avait un suivi infirmier à domicile avant même que les lettres clés ne soient mises en place par les CPAM. On a forcé un petit peu le passage. Comme le disait André Roch ce matin, c'est parti du territoire et c'est parti de ce qu'on savait faire sur le terrain. Et c'est parce qu'on était déjà en travail coordonné qu'on a su le faire.
Ensuite, pour les autres projets, parce qu'on est aussi hors Covid, on est partenaire donc d'Evacorse et on a été un peu initiateur, comme disait ce matin Igor, avec donc les kinés qui travaillent avec nous à la maison de santé. Et on est dans ce parcours de soins. Comme on a dit ce matin, on avait aussi des parcours pour du sport santé. On a donc mis un petit peu en valeur ça. On a contractualisé à la maison de santé à Calenzane aussi avec la maison sport santé. On a des bilans APA. Les bilans APA, donc activité physique adaptée, pardon, donc nous font aussi émerger des besoins, c'est-à-dire que ces patients qui passent devant l'animatrice APA, ils vont aller peut-être sur Evacorse et à la fin des programmes Evacorse, peut-être qu'on va les remettre vers un parcours de sport santé. Donc c'est tout ce travail coordonné dont je voulais témoigner maintenant. Merci beaucoup et bravo. En tout cas, bravo aux intervenants. On va pouvoir poursuivre la discussion autour d'une petite pause café qu'on va essayer de raccourcir à 10 minutes. Voilà, je sais que vous n'êtes pas trop disciplinés là-dessus, mais on va essayer quand même de tenir ce délai. Pause de 10 minutes et on reprend et conclut sur la formation.